Bonjour à tous. Donc, je remercie les organisateurs de donner l'occasion de parler un peu sur la délégation de tâches, l'expérience de Médecins sans frontières en RDC, et comme une introduction, je dirais, à une discussion, j'espère. Et je fais cette présentation au nom de toute une équipe, bien sûr, qui a documenté ces expériences et qui a mis en œuvre ces expériences. Donc, je parlerai de la délégation de tâches, dans le sens que c'est défini par l'OMS, une redistribution rationnelle des tâches auprès des équipes personnelles de santé et d'autres fournisseurs de soins, c'est-à-dire aussi des personnes non professionnelles. Et donc, cette délégation de tâches, c'est un pilier important pour pouvoir réaliser certaines autres stratégies, comme la mise à échelle, donc en soi, c'est important. La décentralisation des services, parce que souvent, on n'a pas des médecins au niveau décentralisé. Et donc, c'était au début, quand on a commencé ce travail, c'est vraiment un goulot d'étranglement. Là, et communautaire, donc plus proche, amener les traitements plus proches des patients. On a vu aussi que la délégation des tâches est un élément clé pour s'assurer d'une meilleure rétention et pour mettre en place en particulier les soins différenciés. On sort justement d'une discussion à l'Agora sur les soins différenciés et je voudrais juste vous dire que la délégation de tâches, bien qu'on a commencé ça, surtout parce qu'il y avait un manque de personnel de santé qualifié et qu'on a un manque de médecins en particulier, pour le moment, je ne pense pas que c'est la raison principale de le faire. C'est parce que ça donne des résultats importants, meilleurs en mise à échelle et même en rétention et en qualité de soins. Donc, il y a différents types de délégations de tâches. Les médecins peuvent passer des tâches aux infirmiers, par exemple, sur l'initiation des ARV et le suivi. Le laborantin aussi, on peut passer les tests de diagnostic HIV aux infirmiers, au personnel non médical dans la communauté même. Et donc, le personnel médical prend de plus en plus de tâches aussi. Et ceci, ça se passe aussi bien dans la structure de santé que dans la communauté. Ça peut être des centres de distribution de ARV, par exemple, faits par des ONG, des associations de patients. Et l'aspect qu'on oublie souvent, c'est l'autonomisation des patients mêmes. Donc, c'est les patients mêmes qui prennent certaines tâches. Donc, si on démarre et on veut avoir une approche consistante sur la délégation de tâches, il y a tout un travail préliminaire à faire. Donc, bien sûr, il faut bien déterminer quelles sont les tâches qui sont attendues. Il faut définir le package de soins et les tâches qui sont associées. Il faut expliciter vraiment les différentes tâches pour qu'on puisse les donner à certaines personnes. Et cette allocation de tâches inclut, bien sûr, une formation après. Non, l'ordre logique des tâches doit être aussi organisé selon les besoins du patient. C'est là où on parle des soins différenciés aussi. Donc, c'est les tâches, le package va être différent selon les besoins du patient. Et bien sûr, il faut une supervision et une vérification, comment ça se passe en réalité, et une adaptation si nécessaire. Moi, je vais me concentrer sur la délégation des tâches pour une approche des soins différenciés, parce que c'est ça aussi l'exemple de la RDC. Mais je voudrais juste vous dire qu'à différents niveaux, il y a une délégation de tâches qui se fait, et qui permet, par exemple, d'augmenter l'offre de dépistage et conseils. Ceci est très important, pas seulement dans le lieu où ça se fait, donc dans la communauté, offrir le dépistage, mais aussi pour avoir un résultat rapide et donc éventuellement une initiation rapide, voire le même jour. Les infirmiers qui font l'initiation des TAR, c'est quelque chose qui est très reconnu maintenant, et ça se fait dans la plupart des pays, je pense.
Je pense que Meg pourrait dire plus sur les détails de l'application de la politique dans l'Afrique de l'Ouest et Centre, par exemple, mais c'est quelque chose qui est documenté et qui est assez accepté pour le moment. Après, pour une approche différenciée, et c'est important de pouvoir séparer la distribution des ARV des consultations ou soins cliniques et du support psychosocial. Donc, c'est pour les patients stables, surtout, qu'il y a beaucoup d'expérience maintenant. Et donc, le principe, c'est que ces patients n'ont pas besoin de contact clinique et donc moins de contact avec la structure de santé. Et si ils ont des contacts, ça doit être beaucoup plus rapide et plus simple. Donc, par exemple, on donnera les ARV pour 3 à 6 mois, où on aura aussi un endroit au centre de santé avec un circuit rapide où on peut retirer les ARV. La charge virale se fait à part une fois par an, par exemple, et les patients viennent particulièrement pour ça. Pour tout ce qui est l'approche différenciée et délégation de tâches au niveau des communautés, je vous expliquerai un peu plus sur les PODI et je mettrai juste un mot sur la détection et la prise en charge rapide des cas graves, donc les cas du sida. On sait qu'environ 1/3 des gens qui se présentent pour initier les ARV sont dans un stade déjà avancé, souvent avec des CD4 très bas. Donc, on doit aussi faire la délégation de tâches pour pouvoir détecter rapidement et initier une prise en charge correcte, adéquate, pour que la mortalité dans ce groupe de gens, de cas graves, soit adressée. Bon, pour RDC, un des modèles qui est en place, c'est les PODI, c'est l'acronyme de points de distribution de ARV, et l'initiative a commencé dans l'objectif qu'on voulait désengorger les services hospitaliers et du centre de santé parce que le personnel passait son temps à faire le suivi des patients qui n'avaient pas besoin vraiment de beaucoup de soins cliniques et ils n'avaient pas le temps d'initier des nouveaux patients et pas beaucoup de temps de se consacrer aux malades graves. Donc l'objectif était de séparer donc, la distribution des ARV et de le mettre au niveau communautaire et aussi de responsabiliser et autonomiser les patients. Donc le PODI, c'est un lieu dans la communauté géré par une ONG, Renoac, dans cette situation. Et ils ont certaines tâches qui sont liées à la distribution des ARV. Ils prennent aussi le poids de chaque patient, ils font une petite conversation et s'il y a un problème, ils aident, ils facilitent la référence au centre de santé ou, quand ils sont dans un état grave, à l'hôpital. La tâche qu'ils font aussi et qui est très importante, c'est la recherche des perdus de vue par le circuit communautaire, téléphone bien sûr d'abord, mais aussi visite à domicile. Et il y a vraiment un rôle important dans le PODI aussi pour tout ce qui est suivi de l'adhérence, l'éducation thérapeutique et toutes les méthodes booster l'adhérence en cas que la charge virale est détectable, par exemple. Donc en pratique, ça se passe comme ça, c'est une personne qui est au PODI, elle va retirer ses médicaments 4 fois par an, tous les 3 mois, et elle reçoit aussi un support pour l'adhérence. Après, à la structure de santé, elle s'y rend seulement 1 fois par an. C'est pour une consultation clinique et une prise de sang qui, entre autres, va vérifier la charge virale. La recherche des perdus de vue, c'est important parce que justement, c'est de là que viennent les bons chiffres pour la rétention. Même si ce n'était pas nécessairement prévu comme ça au début, les PODI, ils ont aussi un rôle important dans la détection des patients en stade avancé ou très grave. Et souvent, c'est eux qui amènent les patients. Il faut dire aussi que
le système hospitalier à Kinshasa n'est pas très accessible. Financièrement, par exemple, c'est assez important ce que les gens doivent payer avant qu'ils peuvent entrer à l'hôpital. Donc les PODI sont plus ou moins une sorte de porte d'entrée où les patients graves peuvent être accompagnés par les gens du PODI et donc on peut s'assurer qu'ils sont pris en charge sans frais ou avec des frais minimales selon la politique. Si on regarde les résultats en termes de rétention, ce sont des chiffres de 2015 où on a comparé des personnes de la même groupe, donc ils sont tous stables, qui sont suivis au niveau du centre de santé, en bleu, ou qui sont suivis au niveau du PODI. Et vous voyez que la rétention dans les soins est significativement meilleure, aussi bien après 12 mois qu'après 24 mois. Et ce taux de rétention, c'est parce que les gens ont moins de barrières, moins de transport, c'est dans leur communauté, pas de financement out of pocket et pas d'attente. Sur 15 minutes, ils sont sortis du PODI, 15 minutes, une demi-heure. Il n'y a pas de file d'attente comme au centre de santé, mais aussi parce qu'il y a un système proactif qui va contacter les gens s'ils manquent leur rendez-vous. Et quand ils sont retrouvés, 80% de ces gens poursuivent leur traitement. Maintenant, le système de PODI, donc MSF avait essayé ça sur 3 endroits, et maintenant il a été adopté comme politique nationale. C'est intéressant que pour mettre la politique en œuvre, il y a eu création d'une task force nationale dans laquelle les ONG, les fournisseurs de soins, le ministère de Santé se sont tous réunis pour voir comment mettre en place ça. Donc il y a tout un toolbox, il y a des outils qui ont été développés et maintenant on est en train de former les gens et on a commencé à mettre le PODI dans, vous voyez, au moins 10 endroits, la plupart à Kinshasa, les 2 derniers sont au Katanga. On voit l'année de naissance des PODI et on voit aussi dans la première colonne la file active qui est prise en charge dans ces PODI. Et donc, il y a une grande variation là-dedans. Ça, c'est une question importante à voir parce que quand on a fait les premiers essais et les estimations, on s'est dit que 1500, 2000 personnes par PODI, ça, ce serait une manière efficiente de gérer les patients. Maintenant, en RDC, le choix a été pris de faire un PODI par zone de santé, ce qui est, à notre avis, un peu trop peu de gens. Et on voit qu'il y a certains endroits, ça peut encore augmenter, bien sûr, dans les mois et les années prochaines, mais c'est un élément qui est important pour voir l'efficience. En termes de rétention en soins, on n'a pas encore tous les chiffres de tous les différents PODI parce qu'on probablement, dans les différents PODI, il y aura différents résultats parce qu'ils ne font pas tout à fait la même chose. Il y a eu harmonisation des outils, harmonisation des formations, mais pas nécessairement harmonisation complète de l'organisation et de la rémunération des gens qui travaillent dans les PODI. Mais ici, nous avons regardé les patients qui ont été envoyés du centre hospitalier Cabinda, où MSF travaille, et dans des différentes PODI. Et on voit que quand même, après 6 mois, 12 mois et 24 mois, les taux de rétention sont assez bons. Donc en conclusion, peut-être surtout mettre en avant les avantages de la délégation des soins et surtout dans le cas des soins différenciés. La qualité de prise en charge est comparable ou même meilleure. La rétention est définitivement meilleure. La qualité perçue par les patients, les gens sont très satisfaits. Et aussi la qualité réelle, donc les meilleurs résultats. Ça peut permettre de débloquer des services engorgés pour permettre plus d'initiation. Mais bon, ça, c'est à vérifier, bien sûr. Et les médecins, le personnel médical peut se concentrer davantage sur des cas graves ou des gens patients avec besoins cliniques.
Ça permet aussi de décentraliser et donner les ARV plus proches des patients. Et dans un système en Afrique de l'Ouest du Centre comme à Kinshasa, comme tout est payant, c'est un système de recouvrement de coûts, bien sûr, c'est aussi un allègement des frais pour les ménages. Les gens doivent payer pas seulement moins de transport, mais aussi moins de paiement direct au niveau du centre de santé. Donc, en RDC, il y a une mise à échelle qui a été entamée avec une adaptation comme politique nationale, la création de cette task force. Les bailleurs de fonds se sont engagés et payent déjà certains de ces PODI. On a harmonisé certains outils et les formations. Maintenant, il reste toujours, et on est dans cette phase, c'est l'appui pratique à la mise en œuvre. Et donc, ce qui sera intéressant, c'est de voir aussi les différentes approches dans les différents PODI et documenter ça pour qu'on voit qu'est-ce qui marche le mieux, quels sont les problèmes pratiques de mise en œuvre. Maintenant, après, tout ceci est essentiellement pour des patients stables. Et c'est des adultes stables, par exemple. On pourrait très bien mettre ça en œuvre pour les enfants, pour les patients en deuxième ligne même des patients avec des problèmes d'adhérence, ils pourraient justement bénéficier de cette approche des médicaments plus proches de chez eux. Les personnes qui sont en migration, en déplacement pour leur travail ou pour d'autres raisons, c'est quelque chose d'intéressant aussi, cette autonomisation surtout des patients. Et alors, il y a la question de maintenant, on démarre les patients sur test and treat qui sont donc dans une situation meilleure. Eux aussi, on pourrait beaucoup plus vite les faire transiter vers des approches communautaires comme les PODI. Donc, il faudra bien sûr évaluer maintenant les différentes mises en œuvre. Mais ce qui est important aussi, moi, je vous ai parlé surtout du système PODI. Il y a d'autres mécanismes qui existent aussi pour aider les patients à être plus adhérents et pour avoir un allègement de leurs barrières d'accès. Et donc, souvent, je voudrais insister sur ça, c'est important que les patients même peuvent choisir entre les options qui sont disponibles. Et ce choix d'options peut alors justement être plus adapté au patient, sa situation sociale, sa préférence. Voilà, je vous remercie. Je voudrais juste dire que nous avons plusieurs documents qui expliquent les expériences et aussi en pratique le guide de mise en place des PODI, par exemple, qui existe. Et sur le site de MSF SAMU, vous pouvez trouver d'autres documents qui pourraient vous intéresser. Merci. Merci, Dr Phillips. Vous avez des questions? Peut-être juste, on va prendre 2 commentaires, parce qu'on est déjà en retard. Après, si on a du temps, on peut faire des commentaires à la fin de la session. Bonjour. Est-ce qu'on peut trouver sur votre site le programme de formation qu'ont eu ces agents communautaires? Et est-ce que vous mentionnez pas le suivi de ces agents par des professionnels de santé? Enfin, comment vous assurez-vous du maintien, du développement et du maintien de leurs compétences, en fait? Okay. Donc, en ce qui concerne les formations, le guide de formation, il existe pour la RDC, il a été harmonisé. Donc, je ne suis pas certain que c'est sur notre site, mais c'est disponible, je peux me renseigner. Et donc, en effet, c'est important que les agents communautaires soient encadrés, supervisés. Donc, c'est quelque chose dans lequel nous, on s'occupe dans les projets où nous, on est actifs. Mais donc, comme vous l'avez vu, il y a des autres ONG ou acteurs santé qui s'occupent de ça. Donc, ils sont... je dirais, c'est comme tout fournisseur de soins, ils ont besoin de se faire suivre, pas superviser, mais aussi avoir une mise à point régulièrement. Et je pense que donc il y a des réunions particulières qui se font, je ne pourrais pas dire si c'est une fois par mois ou une fois tous les 3 mois, où on réunit les gens pour faire ça, pour discuter.
Oui, c'est Dr Alain Munganga, je travaille pour ICAP, qui est un partenaire d'implémentation des CDC à Kinshasa. Je félicite le docteur pour la présentation, pour ce qui est de l'un des modèles différenciés des soins, qui est le PODI. La rétention est très bonne au niveau des PODI, mais il y a une étude que nous sommes en train de faire qui montre, qui sera publiée tout prochainement, qui montre que même si la rétention est bonne au PODI par rapport aux structures de soins, il se pose un problème, celui de la charge virale, qui parfois revient détectable au niveau des patients qui se trouvent dans le PODI. Nous sommes en train de voir, à rechercher les différentes causes éventuelles de cela. Et en tout cas, fort a été de constater qu'il y a un bon nombre de patients suivis dans le PODI qui sont contraints de revenir dans la structure parce qu'ils perdent ce patient-là l'éligibilité pour les PODI, celle qui est avoir au moins 2 charges virales indétectables au cours d'une année comme ça. Donc, c'est des problèmes auxquels nous sommes confrontés, mais on est encore en train d'étudier pour pouvoir trouver des mesures qui soient plus correctes pour ça. Merci. Oui, tout à fait. Donc, on vient d'en discuter aussi à l'Agora. La charge virale, donc déjà, ça donne parfois un délai pour décider si quelqu'un est stable et peut être référé au PODI. Mais donc, comme on a aussi dit là-bas, l'OMS a aussi une définition sans charge virale parce qu'on sait qu'il y a des délais importants pour avoir les résultats. Maintenant, le pourcentage de personnes qui restent indétectables, moi, je n'ai pas mis les chiffres ici qu'on a, mais par exemple, en Guinée, on a fait le même exercice. Et là, c'est plutôt bon, 91% de charge virale indétectable. Mais je suis d'accord avec vous, ça va être le golden standard. Et je n'ai pas pu vous expliquer un peu la manière de référer les patients qui sont qui ont des problèmes de charge virale et qui sont en failure. Mais il y a tout un programme aussi, comment les détecter et rapidement les amener à un niveau plus élevé pour qu'ils aient l'approche adéquate. Donc, mais ça, je pense que c'est un élément important, que c'est vraiment la mise en réseau des patients et la continuité de leurs soins. Merci Philippe. Moi, j'avais une petite inquiétude. Quand on dit distribution, c'est comme si on distribuait, mais quand vous avez donné le paquet minimum qu'ils font dans les PODI, prise de poids, tout ça, ça rassure un peu. Donc, moi, c'est une très bonne initiative parce qu'il faut décentraliser, il faut déléguer, mais il ne faut surtout pas banaliser. On est très content pour cette initiative qui va être peut-être reprise dans beaucoup d'autres pays. Merci beaucoup pour votre présentation. Okay, merci. J'ai l'honneur de présenter le prochain orateur qui va nous parler de la transition et la prise en charge des services adultes vers les services adultes des jeunes enfants contaminés par transmission materno-fœtale. Docteur Catherine Dollfus a beaucoup fait dans la formation des pédiatres au Cameroun. Quand on a commencé la prise en charge